Le milieu des affaires a toujours fait preuve de résilience. Il a la capacité de s'adapter, d'innover et de se réinventer. C'est un terreau fertile, riche en possibilités, un écosystème visionnaire, habité par d'audacieuses ambitions en quête des plus hauts sommets. Il crée des ponts, bâtit des relations. Le milieu des affaires reconnaît l'importance du savoir et de l'inventivité. Il se préoccupe de la société et de nos enjeux collectifs. Le milieu des affaires, c'est un organe vital de notre tissu social et économique. Le milieu des affaires, c'est nous tous. Ensemble, posons un regard éclairé sur la situation. Prenons la pleine mesure du défi qui se présente à nous. Partageons notre savoir-faire. Alimentons la réflexion. Saisissons l'occasion et repérons les actions qui nous permettront de créer de la richesse en visant une économie forte, innovante, verte et inclusive. Ensemble, soutenons les secteurs stratégiques de la métropole. Engageons-nous pour l'économie du Grand Montréal. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez de voir notre petite vidéo qui explique ce qu'on essaie de faire avec Relançons Montréal. C'est un mouvement qu'on a lancé il y a quelques temps. Et j'imagine que plusieurs d'entre vous qui êtes ici là, avec nous aujourd'hui sont déjà au courant de ce qu'on a entrepris comme prise d'information, mobilisation pour arriver avec des plans d'action. Et à travers tout ça, évidemment, on le fait en équipe et je suis très, très fier, très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Stéphane Paquet, le PDG de Montréal International. Montréal International, c'est un joueur clé. Moi, j'appelle ça un champion de notre économie. C'est un champion économique. On va avoir la possibilité d'entendre Stéphane et d'avoir un échange, lui et moi, ensuite. Je veux revenir d'abord sur une petite nouvelle récente, au cas où vous ne l'auriez pas vu passer. Montréal International a été sacré, c'est le cas de le dire, meilleure agence de développement économique au monde par l'International Economic Development Council. Félicitations à Stéphane, mais félicitations à tous les employés de Montréal International. C'est rare qu'on reçoit un prix de cette envergure-là. Stéphane, je dis merci. Félicitations à toute ton équipe parce qu'il faut le rappeler, tu es quand même en poste depuis, tu es arrivé au bon moment, en janvier dernier. Tu fais partie de tous ceux qui ont commencé leur travail à quelques semaines du début de la pandémie. Donc, le temps d'arriver, le temps de mettre les choses en place. Tu avais l'avantage d'être déjà chez Montréal International depuis quelques années, responsable des investissements étrangers, le principal métier. Et des organisations internationales. Et des organisations internationales, donc au cœur du métier même de Montréal International. On va avoir l'occasion d'y revenir, mais ce que je voulais souligner à tout le monde d'entrée de jeu, c'est à quel point on est dans une période qui bénéficie de l'excellente collaboration, je pense, qui s'est installée au fil du temps entre des organisations comme Montréal International, la Chambre de commerce, Tourisme Montréal. On travaille étroitement avec le port, l'aéroport. Bref, il y a cet écosystème à Montréal de ce qu'on pourrait appeler des champions du développement économique qui travaillent très bien ensemble. Et Stéphane, à chaque fois qu'on le sait très bien, toi et moi, quand on va dans le reste du Canada, il y a beaucoup d'autres métropoles, d'autres villes qui veulent développer le même type d'écosystème que nous avons ici et qui nous envient de pouvoir avoir des organisations solides qui ont des métiers propres, mais qui travaillent très bien ensemble. Donc, à travers ça, je veux rendre hommage à Montréal International en disant bravo à l'International, vous êtes reconnu, mais ici même, dans notre milieu, vous êtes reconnu comme étant un joueur très important et avec une excellente collaboration. Donc, sans plus tarder, Stéphane, je te cède la parole et je reviens quand on aura la possibilité d'échanger tout à l'heure. Super. Ben, merci beaucoup, Michel. Merci de l'invitation. Merci des bons mots aussi. Puis c'est vrai ce que tu dis, Michel, dans le reste du Canada. Je peux dire qu'on crée des jaloux. Montréal International, oui, mais aussi toute la collaboration, comme tu le mentionnais, entre les différents joueurs. Puis je pense que s'il y a une chose que la crise actuelle, la crise de la COVID nous a apprise, c'est bel et bien ça, c'est qu'on devait travailler ensemble. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on le faisait avant.
Et donc, on a un avantage sur les autres qui n'avaient peut-être pas, les autres villes, qui n'avaient peut-être pas eu l'occasion de travailler aussi étroitement comme on le fait, nous. Tu as mentionné le tourisme, le port, les aéroports, évidemment la chambre et nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'international, de sa place dans la relance. En fait, un autre titre de cette conférence-ci serait pu être aussi simplement l'international, c'est payant localement. Donc, un mot pour commencer, un bref rappel, là, puis vous voyez effectivement, on a mis le saut tout de suite de la meilleure agence de développement économique au monde, on en est très fiers, puis tu as raison, c'est tous les employés, c'est mes prédécesseurs aussi, mais on est tous très, très, très contents. Donc, Montréal International, c'est pas une société d'État, c'est pas un joueur privé, c'est vraiment un partenariat public-privé. Et ça, c'est comme ça depuis le début, depuis tout près de 25 ans maintenant. Ce qui fait qu'on a un mandat public, oui, de création de richesse, mais avec un état d'esprit qui est très proche de celui du privé. Puis pour avoir été dans le public et avoir été dans le privé, je peux dire que c'est vraiment le mariage idéal, le mariage parfait. On couvre l'ensemble des 82 municipalités de la CMM, donc plus ou moins 4 millions, un peu plus de 4 millions de personnes, c'est la moitié du Québec. Et notre financement vient donc de nos 200 partenaires du secteur privé, mais aussi du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de la communauté métropolitaine et également, dans une moindre mesure, de Montréal, la ville. Donc, oui, notre mission, c'est de créer de la richesse à partir de l'international et pour ça, on a 4 leviers. D'abord, tu le mentionnais, les investissements étrangers. C'est important. Les entrepreneurs internationaux, les startups. On va aussi chercher des talents et des étudiants internationaux à l'étranger et les organisations internationales. Le but, c'est que ce soit pour des filiales étrangères, des startups, des talents ou les OI, c'est de les intégrer le plus possible dans l'écosystème montréalais. On va commencer par les investissements étrangers. Vous le voyez, le Grand Montréal poursuit sa lancée. On a connu notre meilleur premier semestre, notre meilleur début d'année en 2020, malgré la COVID. J'ai été le premier surpris. Je savais qu'on avait un bon pipeline en début d'année quand on a commencé, mais honnêtement, arrivé au 30 juin avec le meilleur semestre de l'histoire, premier semestre de l'histoire de Montréal International, on a tous été surpris à l'interne et on est tous encore surpris de la résilience qu'on retrouve dans le marché. Donc, on va terminer 2020 avec une bonne année. Et notre objectif, ultimement, c'est quoi? C'est que le Grand Montréal, qui a connu la meilleure croissance économique en 2018 et en 2019 de toutes les grandes villes au Canada, ben, qu'en 2020, en 2021 et en 2022, ben, ça se poursuive et que ce soit encore nous qui ayons la médaille d'or. Donc, l'investissement étranger, pourquoi c'est important? Vous le voyez, pour les travailleurs, le revenu d'emploi annuel moyen à Montréal est inférieur d'environ 7 % par rapport au salaire moyen à Vancouver. C'est un petit peu moins par rapport à Toronto. Quand on prend l'ensemble du Québec, ben cet écart-là est encore plus grand. On a un écart de 10 % d'ensemble du Québec par rapport à l'Ontario. Or, les emplois qu'on va chercher, qu'on crée avec les entreprises qui débarquent ici, dans le Grand Montréal. Vous voyez, l'année dernière, le salaire moyen était de 84 407 $ et cette année, à mi-année, on était autour de 96 000. Ça a rebaissé un petit peu depuis, mais tout de même, on est à 2 fois le salaire, les revenus d'emploi moyens. Donc, si on veut tous s'enrichir collectivement, c'est important d'avoir ces emplois-là. Donc ça, c'est l'importance pour les travailleurs. Maintenant, quel genre de retombées on a avec les 2,6 milliards d'investissements directs étrangers que nous avons accompagnés l'année dernière? Donc, quel genre de retombées pour les entreprises? On a pris un modèle, celui de l'Institut de la statistique du Québec, puis on a pris chacune des entreprises qu'on a accompagnées, chacun des emplois créés par ces entreprises-là. Et ce que l'Institut de la statistique nous dit, c'est que ces 2,6 milliards-là, il y a des retombées. Donc, ils vont acheter en systèmes informatiques pour tout près de 600 millions de dollars. Les logiciels, c'est 300 millions. Puis là, vous allez voir les banques, c'est 60 millions. Les autres services financiers, c'est tout près de 40 millions. Et c'est tellement précis qu'on sait même que les employés, on en a à peu près 8 000 l'année dernière, vont acheter
pour des aliments pour des animaux, parce qu'ils ont des chiens, ils ont des chats, ces gens-là, pour 570 000 dollars par année, donc en fonction des investissements que nous avons accompagnés. Donc, quand on va chercher des investissements directs étrangers à l'étranger, évidemment, ce que ça veut dire pour le Grand Montréal, ça veut dire plus de clients pour les entreprises qui sont déjà présentes ici. Oui, un peu plus de concurrence certaines fois dans certains secteurs, mais aussi beaucoup plus de clients. Donc, nous, on est persuadés chez Montréal International que les filiales étrangères vont être un moteur important de la relance. Pourquoi? 3 chiffres. Le premier, 17 milliards. Ça, c'est la valeur d'achat que les sociétés étrangères dans l'ensemble du Québec achètent tous les ans à des PME locales. 17 milliards, vous pouvez vous dire, bon, c'est gros, c'est petit, c'est combien? Juste pour vous donner un ordre de grandeur, les ventes d'Hydro-Québec, l'ensemble des ventes au Québec, comme à l'étranger, en Ontario, comme aux États-Unis, donc l'ensemble des ventes, c'est 14 milliards. Donc, les sociétés étrangères achètent plus auprès des PME que l'ensemble des ventes d'Hydro-Québec. Deuxième chiffre, 20 %. On le sait, dans le Grand Montréal, les filiales étrangères, c'est 1 % des établissements. Pourtant, c'est 20 % du PIB. Donc, si on veut avoir un impact sur le PIB du Grand Montréal, on serait un peu fou de se priver de ces 20 %-là. Et le dernier chiffre, c'est 55 %. 55 %, c'est la proportion des exportations de marchandises du Québec qui sont le fruit de sociétés étrangères. Donc, si on veut travailler, on veut améliorer notre balance commerciale avec l'étranger, qui est en déficit de 22-23 milliards par rapport à l'étranger. Donc, si on veut améliorer notre déficit commercial, il va falloir travailler avec les sociétés étrangères parce que, au final, elles exportent plus que le 45 % des sociétés locales. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a beaucoup de PME locales qui vendent, donc on en a pour 17 milliards en haut, ils vendent à des sociétés étrangères et ce sont les sociétés étrangères qui, elles, exportent par la suite sur des marchés étrangers. Michel, je sais que le centre-ville, c'est un sujet qui t'est cher, donc cette diapo-là, je l'ai faite pour toi. Dans les 3 dernières années, en fait, depuis 2018, un peu moins de 3 ans, on a attiré Montréal International pour quelques 3 milliards d'investissements dans le centre-ville, en fait, dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est 107 projets qu'on a accompagnés et donc ces 107 projets-là ont créé 11 400 emplois. Ce que ça veut dire, c'est que les 5 édifices de la place Ville-Marie, parce qu'il y a la Grande Tour, puis il y en a 4 autres autour. Donc, les 5 édifices de la place Ville-Marie, on les a remplis à l'intérieur d'un délai de moins de 3 ans. Puis vous savez quoi? Dans les 3 prochaines années, on a bien l'intention d'en remplir une autre place Ville-Marie parce que on sait que le centre-ville, c'est important pour toi, Michel, mais c'est important pour nous aussi. Ce qui nous amène aux startups. Historiquement, donc, on est allé chercher des filiales de sociétés étrangères, puis on leur a dit, venez vous installer à Montréal, ouvrir un studio, un centre de R&D, une usine, peu importe. Depuis 2 ans et demi, on va aussi chercher des entrepreneurs internationaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on les identifie à l'étranger. On dit, bon, lui ou elle aurait l'intention de déménager à Montréal et on fait un match avec les incubateurs et les accélérateurs du Grand Montréal. Donc, c'est pas nous qui jugeons la technologie d'un tel ou de l'autre tel, c'est bon, puis ça va fonctionner, puis telle idée d'entreprise, c'est extraordinaire. Donc, c'est pas nous, ce sont vraiment les gens qui connaissent ça, les incubateurs et les accélérateurs. Et une fois qu'il y a un match entre l'incubateur et l'entrepreneur international, donc on s'occupe de son installation ici dans le Grand Montréal. Et vous voyez, en moins de 3 ans, on a déjà 22 projets qui ont vu le jour. Donc, c'est 22 nouveaux sièges sociaux dans le Grand Montréal. Puis, bon, il y a quelques exemples qui sont là, mais parmi ceux qui ont déjà une 15, 20 emplois, on parle de LifeScale, on parle de Upslock, on parle de View, on parle de Corbit. Bref, ce sont de nouvelles entreprises montréalaises qu'on est littéralement allé chercher à l'étranger. Un peu comme si on avait identifié Mark Zuckerberg avant qu'il lance Facebook. Puis il disait, hey, Mark,
ton idée, on comprend pas trop ce que c'est, mais ça a l'air intéressant. Est-ce que Montréal, ça t'intéresse? Donc, si on avait fait ça à l'époque, on a résidence affaires internationales. Il y avait des démarcheurs, tant en poste à l'étranger qu'il y en avait à Montréal. Et donc, on travaillait avec ces gens-là avant la création d'Investissement Québec International. Donc, ça, c'est mise en contexte. Deux, Michel, j'ai eu, je pense, on est quoi, le 10e mois aujourd'hui, j'ai eu plus d'interactions avec Guy et Hubert en 10 mois que je peux en avoir eu avec leurs prédécesseurs pendant 4 ans. Donc, on se parle, on travaille ensemble, et les équipes, et au-delà du fait que Stéphane Paquette parle à Guy Leblanc et à Hubert Bolduc, et que Alexandre Lagarde parle à Dan Silverman aussi, les équipes travaillent ensemble. Un cas qu'on m'a raconté, les équipes de Paris, par exemple, ils ont leurs appels conférences ensemble, ils regardent les dossiers, ils disent « OK, celui-là, tu le prends, celui-là, je vais le prendre, je vais te tenir au courant. » Donc, l'idée, c'est pas de... Moi, je suis pas en compétition contre Investissement Québec. Je travaille ensemble. Notre objectif, là, à tous les deux, c'est de doubler les investissements directs étrangers au Québec. Dans mon cas, c'est dans le Grand Montréal. Dans le cas d'Investissement Québec, c'est à la grandeur du Québec. Donc, il y a quoi? Il y a 30 démarcheurs, plus ou moins, chez Investissement Québec International à Montréal. J'en ai une trentaine aussi. Il y en a 5 à Québec, chez Québec International. Et vraiment, le modus operandi, le mot d'ordre que tout le monde s'est donné, c'est travaillons ensemble. L'objectif, c'est plus grand que chacune de nos organisations, c'est de doubler les investissements, puis c'est en travaillant ensemble qu'on va le faire. Stéphane, bravo, parce que, comme je disais d'entrée de jeu, je pense que ce qu'on voit présentement, c'est la qualité de ce qu'on peut faire quand on collabore bien ensemble. On le voit sur la région métropolitaine, mais sous l'angle, je dirais, de l'attraction d'investissements étrangers, c'est clair que j'ai vu ça au fil du temps. Et dans le passé, on trouvait que ce manque de fluidité de la collaboration probablement nous a fait manquer quelques cibles ou à certains cas a créé de la frustration parce que c'était pas clair qui était l'interlocuteur privilégié du point de vue d'un investisseur étranger. J'aimerais qu'on regarde un peu vers l'avenir dans un angle particulier qui est toute cette prise de conscience de l'importance de l'achat local. Le panier bleu. Et le panier bleu, au début, on l'a beaucoup vu comme étant une initiative qui visait le lien entre l'entreprise et le consommateur, ce qu'on appelle du B2C. Mais très rapidement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dit non, c'est aussi du B2B, c'est d'entreprise à entreprise. Et donc, ça amène possiblement une pression beaucoup plus grande pour que les entreprises aient des implantations locales dans tous les territoires qui sont stratégiques pour elles. Donc, là où des entreprises pouvaient faire des affaires de l'étranger de façon très... avec peu d'implantation au Canada, on peut présumer que des entreprises internationales vont être appelées à se déployer peut-être un peu plus sur les territoires variés. Est-ce que tu as l'impression qu'on s'en va vers une multiplication des sites pour chaque entreprise sur les territoires? Est-ce que c'est une dynamique qui pourrait nous favoriser? Comment tu vois l'évolution du métier et de la réalité de l'attraction d'investissements internationaux dans un contexte de valorisation de l'achat local et du joueur local? Quelques éléments. Ça dépend des secteurs. On ne peut pas avoir une réponse à cette question-là pour tous les secteurs. Si on parle du secteur de la santé, par exemple, oui, je pense que ce que tu viens de décrire va se produire. Est-ce que ça se produit présentement? Non, parce que dans le secteur de la santé, ce sont des investissements qui prennent plus de temps. Mais à titre d'exemple, on a participé à BIO. BIO qui est la grande foire du secteur des sciences de la vie. C'est un BIO virtuel. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a réussi à parler à une vingtaine d'entreprises qui n'avaient jamais regardé Montréal, ou en tout cas qui ne sont pas présentes dans le Grand Montréal, et qui là nous ont dit, on n'a pas le choix, c'est essentiellement des Européennes, on n'a pas le choix, il va falloir se rapprocher de nos marchés. Donc, pour certains secteurs, oui, ce que tu décris va se produire. Pour d'autres, je ne sais pas. Je suis moins certain. Par contre, ce que je vois, puis on travaille là-dessus à l'initiative de la CMM d'ailleurs, c'est
que les filiales qui sont déjà présentes ici sur le territoire, j'ai parlé de 17 milliards d'achats dans les PME locales, dans l'ensemble du Québec. Nous, on travaille avec des filiales de sociétés étrangères, on travaille avec les GRAP, certaines GRAP aussi là-dessus, pour s'assurer que les chaînes d'approvisionnement, elles soient maximisées localement. Donc, vous faisiez, historiquement, vous avez toujours fait venir telle chose ou telle chose de Chine, d'Inde, du Mexique, peu importe. Saviez-vous qu'il y a aussi un fournisseur québécois qui va peut-être être 10 sous plus cher, 5% plus cher, mais quand les chaînes d'approvisionnement sont coupées, comme on l'a vu, ce printemps et cet été. Donc, quand les chaînes d'approvisionnement sont plus difficiles, peut-être que ça vaut la peine de payer un 5% ou un 10% de plus pour s'assurer d'avoir un approvisionnement local. Et donc, là-dessus, on n'est pas très avancé encore, on est en mode projet pilote, mais on travaille avec des filiales. Puis la réponse des filiales, comme des entreprises locales, à ce jour, a été très bonne. Stéphane, j'aimerais te parler un dossier qui, historiquement, là, c'est comme si on ne sait pas comment l'opérer, puis c'est faire la promotion du Montréal économique à l'international. Moi, je rappelle à tout le monde que Montréal International, quand ça a été créé dans sa première version, là, son premier mandat, c'était la promotion. Avant même de faire l'attraction, la prospection, c'était de faire la promotion. Et dans les faits, puis on va se le dire, c'est comme si Montréal International n'a jamais eu les budgets correspondant à cet élément-là de sa mission. Rapidement, l'argent a été mis sur attirer de l'investissement international, mais beaucoup moins sur en faire la promotion. Peut-être que pendant un temps, on s'est dit, on peut vivre avec ça, mais je parlais récemment avec notre ami Yves Lalimière qui s'inquiète beaucoup du positionnement post-pandémique de Montréal, compte tenu du fait qu'on a été l'épicentre au Canada, puis que ça regarde peut-être mal dans les médias ou chez les initiés sur ce qui se passe à Montréal. Alors, tu me vois venir, ma question c'est, oui. Est-ce que tu penses qu'on devrait au lendemain ou se préparer déjà aujourd'hui sur une grande offensive de promotion internationale de Montréal comme place d'affaires économique? Puis si tu es prête à aller dans cette direction-là, as-tu les budgets pour le faire? On dirait que tu as lu mon plan stratégique, Michel, parce qu'on a déposé un plan stratégique à Québec où on a demandé des sous supplémentaires pour faire de la promotion à l'étranger. Parce que nous aussi, on fait le même constat que toi. Tout le monde parle d'une voix différente. L'image de Montréal International, c'est celle-là. Tourisme Montréal, c'est ça. Donc, il y a deux aspects à ta question. Un, est-ce qu'on doit faire davantage de promotion à l'étranger? La réponse, c'est oui. Puis la preuve, l'équipe de Christian Bernard chez nous produit des documents absolument extraordinaires. Et c'est tellement vrai que même Investissement Québec International nous a demandé de faire le même type de document pour le reste du Québec, tellement nos documents sont top-notch. Donc, on a ces documents-là. Le problème, oui, tu as raison, c'est qu'historiquement, on n'a pas eu assez de sous pour en faire la promotion à l'étranger. Donc, dans le plan stratégique qu'on a déposé au gouvernement du Québec dans les derniers mois, on leur demande plus de sous pour faire ça. Donc, ça, c'est une chose. Et au-delà de ça, est-ce que le Grand Montréal doit se doter d'une image de marque commune? Je pense que tu connais ma réponse, puis celle-là, c'est oui. Et donc, on doit s'asseoir tous ensemble pour dire, regarde, le Palais des Congrès, toi, ton message, c'est plus ça. Tourisme Montréal, toi, c'est plus ça. Montréal International, toi, c'est plus ça. Puis il faut aussi aller voir les villes, pas juste la ville de Montréal, les universités, mais les villes qui font partie du Grand Montréal, parce que quand on est à Séoul, à Paris ou à New York, là, quand on dit Montréal, ça peut inclure Laval, ça peut inclure même jusqu'à Saint-Eustache. C'est pour ça qu'on s'appelle une région métropolitaine. Donc, il va falloir aller voir chacun de ces joueurs-là pour leur dire, écoutez, est-ce qu'on relance ce débat-là sur cette question-là? Puis tu me demandais, est-ce que tu as de l'argent pour ça? Pour cet aspect-là, je n'en ai pas. Par contre, si le mandat arrive, on va s'assurer que les sous suivent et que tous ensemble, avec toi, Michel, à la Chambre, avec Tourisme, les palais, les villes, on s'assure d'avoir une image de marque qui frappe et qui fait le bonheur de tout le monde. C'est intéressant parce que j'avais posé la question à
la Valérie Plante, qui est notre mairesse de Montréal, mais qui est aussi la présidente de la CMM. Et je pense que sur ce dossier-là, ce qu'on doit tous entendre, puis je pense que ça fait écho à ce que tu disais, c'est qu'il va falloir qu'on soit ensemble là-dedans, puis qu'on fait preuve de maturité, qu'on fasse preuve de maturité, parce que moi, j'en ai vu des exercices où on a tenté de se définir un branding collectif. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'on entend beaucoup plus tout le monde qui est cynique et qui est contre que les gens qui disent « c'est un bon exercice, allons de l'avant ». Donc, il va falloir aider nos politiciens parce que je pense que le branding métropolitain, ça va venir par une décision politique de dire on s'en dote d'un branding et après ça, effectivement, il va falloir le porter à l'international. Et là, moi, en tout cas, je suis très partisan que ça fait partie des rôles que Montréal International devrait jouer. On a le temps peut-être pour une ou deux dernières questions. Je voulais t'amener sur un terrain où nous-mêmes, on veut être très actifs et c'est ce que moi j'appelle le reste du Canada. Du point de vue de notre soutien aux entreprises d'exportation, depuis toujours, on est soutenu, on travaille en partenariat avec les gouvernements, dont le gouvernement du Canada. Et toute notre stratégie a toujours été d'être actif vers l'international parce que c'est pour ça qu'on est appuyé. Mais le reste du Canada, tout ce qu'on dépense, nous, n'est pas admissible pour l'instant à l'aide fédérale. Donc, on le fait, mais on le fait avec moins de vigueur. Toi, quand tu attires de l'investissement dit international, entre guillemets, pour la région de Montréal, entre nous, si c'est une grosse firme de Vancouver ou de Toronto qui décide que c'est ici que ça va se passer pour un certain laboratoire de R&D ou d'intelligence artificielle, ça a le même impact que si c'est du dollar français ou du dollar, en fait, de l'euro français ou du dollar américain. Comment vous abordez la question de l'investissement qui pourrait provenir du reste du Canada? En fait, pour nous, chez Montréal International, l'international commence à la rivière des Outaouais. Donc, oui, historiquement, tu as raison, on n'a pas été des plus actifs dans le reste du Canada. Par contre, depuis 2 voire 3 ans, j'ai un blanc, là, est-ce que c'est en 2017 ou 2018, mais bref, depuis 2-3 ans, on met plus d'efforts sur le Canada. Pas dans toutes les villes, mais Toronto, Calgary, Vancouver, oui, ce sont des villes où on va, des villes qu'on démarche, et les résultats vont croissant. Donc, c'est beaucoup plus, par contre, c'est beaucoup plus facile de faire du réinvestissement avec des filiales qui sont déjà présentes ici que d'en attirer de nouvelles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de nouvelles implantations, mais jusqu'à présent, les succès qu'on a eus, c'était davantage dans le réinvestissement que dans de nouvelles implantations. Il y en a, mais c'est plus gros en termes de réimplantation. Mais et ce qu'on a fait, le virage qu'on a fait, puis là, je réfléchis un peu à voix haute ou je te fais part des réflexions qu'on a un peu à l'interne, c'est ce qu'on a fait au niveau des investissements directs étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire aussi avec l'attraction de talents? Donc, si les frontières restent fermées encore trop longtemps, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser des missions à Vancouver, à Calgary ou ailleurs? On a parlé à certaines entreprises qui l'ont fait. Certaines, ça a bien été, d'autres, ça n'a pas très bien été. Mais je ne dis pas non à tester l'idée dans les prochains mois. Moi, je peux te dire, puis sûrement qu'il te l'a dit directement, mais que Éric Fournier de Moment Factory m'a dit à plusieurs reprises qu'ils sont dans des stratégies mondiales d'attraction de talent, puis c'est comme, il se disait, qui c'est qui s'occupe de nous aider sur le reste du Canada, parce qu'il y en a du talent au Canada qui pourrait venir à Montréal, donc je pense qu'il y a un terreau très fertile. Peut-être une dernière question, la plus facile ou la plus difficile, selon ce que tu as envie. Il y a une élection américaine dans quelques jours. C'est comme si on avait le choix, ou on avait le choix, c'est pas nous autres qui choisissons, mais le choix qu'ont les Américains, c'est entre un parti démocrate qui est traditionnellement et historiquement beaucoup plus protectionniste et un président sortant, Donald Trump, qui lui-même est devenu une espèce de, je dirais, d'anti-commerce international, ou en tout cas crée beaucoup de tensions. Est-ce que toi, tu vois là une opportunité, un risque? L'opportunité serait d'aller chercher des joueurs internationaux qui veulent être au Canada parce que c'est un univers d'investissement qui est peut-être plus facile, ou tu vois un risque parce qu'ils investiraient moins au Canada n'étant pas certains de l'accès au marché américain? En fait, c'est un peu des deux.
Depuis que Trump est là, en fait, on avait même à l'interne, puis là, le projet est terminé, mais on avait le projet Trump. Parce que quand on a vu qu'il avait été élu, on s'est dit effectivement, ce que tu viens de décrire, oui, probablement des entreprises qui vont vouloir avoir besoin d'une police d'assurance et qui vont vouloir avoir pardon, une filiale au Canada où, bon, c'est plus stable et cette filiale-là, on va s'assurer que ça soit à Montréal. Donc, vous regardez nos chiffres sur les États-Unis les dernières années, c'est extraordinaire, c'est toujours autour de 50% de nos résultats, avec la France qui arrive deuxième, autour de 25-30%, ça dépend. Donc, on a eu le premier, dès l'élection de Trump, on est allé de manière très proactive aux États-Unis pour chercher des investissements directs étrangers parce qu'on s'est dit, il y en a des entreprises qui n'aimeront pas l'incertitude que ça crée. Je suis de ceux qui regardent les sondages et qui se disent, selon toute vraisemblance, Joe Biden va être le prochain président. Je ne pense pas que du jour au lendemain, la journée de son investiture, que tout va être facile avec les États-Unis. On va encore parler de bois d'œuvre, on va encore parler d'aluminium. Ça va être encore de ces sujets-là. Probablement moins, ça va être moins acrimonieux, mais ce ne sont pas des sujets qui seront réglés du jour au lendemain. Donc oui, d'un autre côté, il y a encore ces craintes-là. Il y a des Européens aussi, par contre, qui regardent ce qui se passe aux États-Unis et qui, comme nous, font « Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? » Donc, la frontière est encore ouverte. On a pour les biens, on a l'accord de libre-échange renouvelé avec les États-Unis et le Mexique. Donc, parmi les cartes qu'on joue du côté de l'Europe, c'est assurément celle-là. Venez au Canada parce que c'est plus stable et vous savez à quoi vous en tenez. Sur les talents, maintenant, parce que c'est aussi une ligne d'affaires importante, c'est clair qu'on a fait des essais aussi aux États-Unis dans le cadre du projet Trump, qui n'ont pas toujours donné les meilleurs résultats. Il y a une question de la langue, une question de culture, de tout, mais on a été là et pour des talents spécialisés, nous serons encore là si Trump est réélu et qu'il se remet à jouer avec les visas et tout. Donc, c'est clair que pour nous, quand il y a de l'incertitude, ça veut dire qu'il y a un marché parce qu'on est capable d'avoir une situation plus stable. Merci. C'est tout le temps qu'on avait, mais ça a été, je pense, un très beau premier événement ensemble depuis ta nomination. Donc, moi, je te propose qu'on envisage d'en faire un par année où on fera le point sur comment les dossiers évoluent. Mais le prochain, on le fait en réel, s'il te plaît. Oui, on le fait en réel, c'est ça, exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. On va le faire au centre-ville pour aider notre centre-ville. Je lance un appel à tout le monde qui nous écoute parce que c'est pas encore reçu par tout le monde, mais le 30 octobre prochain, donc vendredi de la semaine prochaine, en matinée, je vais recevoir Chrystia Freeland, la ministre des Finances du Canada. Je pense que c'est un moment charnière dans l'évolution de la réponse canadienne à la pandémie. Et donc, j'aurai l'occasion d'échanger avec elle. Elle va faire son allocution, puis après, on aura la possibilité d'échanger ensemble. Alors, c'est un rendez-vous. Et pour tous ceux à la fin qui voudraient faire partie du mouvement Relançons Montréal, n'hésitez pas, prenez contact avec nous. On a beaucoup d'initiatives en cours, mais ce mouvement-là, c'est un mouvement qui commence. Il ne va pas se terminer dans quelques semaines. Et deuxièmement, on a besoin que tout le monde s'engage. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Stéphane. Merci, Michel. Puis on sera là pour Relançons Montréal. À bientôt.